Allez, on va regarder du vrai concret. Rejoignez-moi sur scène. Donc, on va reprendre les chaises. Vous pouvez venir plus nombreux, si vous voulez, parce qu'on va consacrer quand même du temps. Je ne sais pas du coup si on a assez de chaises. Il faut rajouter une chaise ? Ouais. Je crois qu'il y a un passage secret là. Comment ça marche ? Je crois qu'il y a un passage secret là. Allez-y, allez-y. Hubert, arrête de liker mes messages. Est-ce qu'il y en a en attendant, parce que là on voit en fait, vous voyez concrètement à quoi Yammer ressemble. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui n'avaient jamais vu à quoi Yammer ressemblait ? Vous avez tous au moins essayé une fois ? D'accord. Ok, donc c'est peut-être toujours bien de montrer à quoi ça resserre. Pendant qu'on s'installe, ce que j'aime bien expliquer, c'est souvent « Ah, mais ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu », un peu plus en bleu marine. Et en fait, la façon dont on développe le produit, c'est on ne va pas réinventer quelque chose qui fonctionne déjà très bien. Et l'explication que j'ai d'ailleurs, souvent c'est pourquoi c'est comme ça et que c'est figé comme ça. Et pourquoi il y a des produits qui restent et d'autres qui ne restent pas. Vous savez, en stratégie commerciale ou marketing, c'est rarement le primo-arrivant, le pionnier qui gagne à la fin. D'ailleurs, il y a Amazon qui a été présenté ce matin, ce n'était pas le premier à inventer. Ils ont trouvé juste la bonne méthode en fait, qui fonctionnait bien. Facebook n'était pas le premier non plus. Il y avait MySpace qui existait avant, qui marchait très très bien. Tout le monde avait une page MySpace à l'époque, notamment tous les petits groupes qui pouvaient s'inventer une histoire. Et en fait, ce qui les a tués, c'est la customisation. En fait, on passait d'un environnement à un autre, d'une personne à un autre. En fait, les couleurs étaient différentes, l'endroit était différent. On n'avait pas la même expérience. Ce qui fait qu'en fait, petit à petit, on était perdu et on avait du mal à passer d'une page à une autre. Et ce que Facebook en fait a fait, c'est que eux, en fait, on pouvait passer d'un profil à un autre profil et qu'on n'était pas perdu dans la navigation. Donc c'était pour des raisons économiques, hein, ils ne pouvaient pas développer plus, mais au final, c'est ce qui fonctionne. Donc ce que j'aime bien expliquer, c'est on ne va pas réinventer quelque chose qui fonctionne bien. Par contre, on ajuste un petit peu. Et vous verrez en rentrant dans les fonctionnalités, par contre, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du grand public, il y a des fonctionnalités professionnelles très importantes, notamment pouvoir répondre à un message existant quand il y a des longues conversations. Savoir qui répond à qui n'existe pas, par exemple, sur des outils grand public. Vas-y, Olivier. Je vais peut-être rebasculer vers les slides. Alors, je n'ai pas mis les questions exactement, mais table ronde client. J'ai oublié personne ? Non, j'ai oublié personne. Tu sais, au bout d'un moment, je suis un peu fatiguée. Il y a du monde. Mais... Il y a du monde. Et donc, se motiver dans la salle pour donner le micro ? Ouais, s'il faut. Alors, attends. Ce qu'on va faire, c'est... est-ce que tout le monde était là ce matin ? Donc, peut-être que le tour de table, c'est pas la peine. Vous les connaissez bien. Alors, les nouveaux. Est-ce qu'il y a du nouveau ? Il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Que les nouveaux se présentent. Ou les nouvelles. Allez, un petit tour de table pour compléter, voilà. Bonjour à tous, Marlène Philippidis. Donc, je travaille au Crédit Agricole SA avec Adrien et Daniel donc sur le projet de réseau social. Voilà, moi je m'occupe plus particulièrement de la communication et de l'animation des communautés. En fait, mon rôle c'est d'accompagner les premières communautés et de trouver un sens et trouver quel apport métier on va pouvoir développer dans ces communautés. Très bien. Eh bien, bienvenue sur cette table ronde. Je crois que sinon, on a vu tout le monde puisque Sylvain s'est présenté à l'instant. Ce qu'on s'est proposé de faire, c'est, j'ai d'autres petites questions subsidiaires à chaque fois, mais c'est de reprendre finalement les piliers du succès tel qu'on l'a vu, la vision, le sponsorship, le community management et les intégrations, puis de glisser d'autres questions là-dessus, mais de se baser sur ces piliers-là pour voir comment finalement vous les avez appliqués ou pas d'ailleurs, est-ce que vous les avez vraiment tous appliqués, de regarder ça, ça va nous donner une certaine structure.
Donc on l'a répété ce matin, on l'a bien vu et on le répète encore ici, très important de partir de la vision, d'une vision en tout cas, et de certainement la décliner. Je ne vais pas demander à tout le monde d'intervenir, mais là, ça sera plutôt L'Oréal et INSEAD, où on aimerait avoir votre avis là-dessus, de nous rappeler finalement quelle a été la vision. Est-ce que c'était une vision qui était que opérationnelle, ou avez-vous réussi à raccrocher les wagons sur la vision du groupe et de l'entreprise ou de l'organisation? Quelle a été la vision? La question, elle est pour qui, là? Parce que tu as réduit le spectre, mais tu me regardes. Je peux faire une réponse, en fait. Moi, j'ai été embauché sur un pitch du directeur des opérations, donc qui siège au comité de direction de L'Oréal, sur un pitch très simple qui fait à tout le monde. Donc, le message, il est bien passé. C'est de dire si on gagnait 2,5% de productivité sur ligne, ça nous éviterait de construire une usine pour accompagner la croissance de notre groupe. Quand on dit ça à quelqu'un qui est dans les opérations, 2,5% sur la productivité sur ligne, c'est quelque chose qui est atteignable. Construire une usine, c'est compliqué. Donc les gens ont vite fait le choix et ça parle très concrètement à tout le monde. Maintenant, quand on regarde dans le détail de ce que c'est, cette traduction-là, c'est une traduction économique d'une réalité plus stratégique. L'Oréal est une entreprise qui bouge beaucoup, la division des opérations bouge beaucoup. On est un groupe qui continue de se mondialiser fortement et ça se traduit notamment dans sa structure. Et donc derrière la vision d'un Jean-Paul Agon sur l'universalisation de la beauté, la stratégie d'aller chercher le prochain milliard de consommateurs, ça s'est traduit concrètement par une régionalisation de nos business avec des centres de décision qui sont aujourd'hui à Paris, à Shanghai, à New York, à Rio et probablement demain à Mumbai. L'idée, c'est de se dire comment on traduit ça opérationnellement et comment on garde de l'efficacité dans un environnement qui est plutôt très physique. Je parlais de proximité ce matin. Et donc la clé, c'est de compléter le dispositif d'organisation qui est matriciel chez nous par une couche sociale qui permet de recréer de la proximité et de résoudre des cas très concrets, là où il y a des trous dans la raquette, parce que la matrice, ça sert à quelque chose, mais ça comme tout dispositif, ça a quelques défauts, donc ça les corrige. Qui avait cette vision, en fait? Mon très grand patron, donc Jean-Philippe Blampin. Moi, j'en ai simplement fait la traduction fonctionnelle et d'aller porter le message à un niveau qui est compréhensible aux gens dans leur environnement de travail. C'est-à-dire que le travail que je fais, ce matin, je me définissais par le hashtag Catalyst. C'est vraiment au-delà d'aller expliquer ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, etc. C'est de m'asseoir avec les gens. Donc, je me suis assis avec Carolina quelques fois aussi. Et l'idée, c'est de m'asseoir et de leur dire OK, comment vous travaillez, c'est quoi votre problème? Dans le dispositif actuel, quel est votre pain point? Et à partir de là, je fais ce travail qu'on a vu un petit peu plus loin, c'est-à-dire de traduire techniquement comment un outil comme Yammer peut changer, renforcer, compléter, redynamiser un processus et résoudre un problème qui sont plus simplement des problèmes du fait que les gens travaillent à 10 000 km d'écart alors qu'avant ils étaient à 2 bureaux. Très bien, on approfondira justement ces use cases dans la question d'après. Zoé, je pense que la présentation était assez claire et assez large pour qu'on comprenne finalement assez bien la stratégie, mais ça fait du bien de la redire et de rappeler un petit peu l'historique sur la vision. Je pense que j'ai commencé au moment où on avait déjà une idée claire dans mon histoire, parce que c'était facile. Par contre, comment on est arrivé là? Ça, c'est plus intéressant et c'est un peu plus compliqué. Contrairement à L'Oréal, qui a l'air d'avoir quand même un système de décision très structuré, moi, je travaille pour une école. C'est un peu différent. Je sais qu'il y a d'autres écoles dans la salle et je pense que tous ceux qui ont été confrontés avec le monde académique savent que c'est souvent les cordonniers le moins bien chaussés au niveau. Donc, INSEAD, on apprend à comment gérer une société. Nous, on gère des académiques. Bon, donc on s'est retrouvés avec des systèmes d'information dans lesquels on n'avait peut-être pas suffisamment investi
au nombre des années. Là, ces dernières années, on a fait beaucoup d'améliorations et on essayait de gérer nos courses plateformes pour nos étudiants sur des plateformes SharePoint qui ne marchaient pas très bien, on avait des problèmes de réseau, etc. On ne peut pas gérer des académiques comment on gère des employés, parce que c'est un peu comme d'avoir des freelanceurs qui travaillent pour nous d'une certaine façon. En anglais, on dit herding cats, c'est-à-dire c'est qu'on essaye de gérer une bande de chats. On essaie de les garder à l'intérieur du réseau. C'est pas évident. Donc, nos professeurs qui n'étaient pas contents avec ce qu'on leur donnait sont partis ailleurs. On a des professeurs qui commençaient à donner des cours à leurs étudiants sur Facebook, sur LinkedIn. Bon, bref, on en avait de partout. Donc, et après, à fur et à mesure, ils ont fait des expérimentations. Ça, c'est le côté un peu anarchique. Après, l'autre côté, c'est qu'on travaille aussi avec des gens très, très créatifs. Ils ont plus d'idées, plus d'imagination. Ils sont absolument pas inhibés par on n'a jamais fait ça avant, parce que tout est possible. Et ça, c'est extraordinaire de travailler avec. On a trop d'idées à la limite chez nous. C'est pas qu'on n'en a pas assez. Donc, essayer de faire le tri et essayer de leur expliquer que oui, c'est une super idée, mais c'est pas possible. Ça, c'est un peu compliqué chez nous. Donc, il y avait l'instant qu'on a commencé à dire bon, allez, on va examiner un réseau social pour déplacer des choses là-bas. Ça partait dans tous les sens et il a fallu structurer. Donc, je dirais que la vision est partie de l'anarchie. Il a fallu le structurer et on a formé la vision dont j'ai présenté tout à l'heure, en fait. Très intéressant. Intéressant de partir de l'anarchie pour arriver à quelque chose de structuré. Ça m'amène à naturellement vous poser, très en lien avec la vision, parce que tout de suite après avoir fait cette vision et avoir clarifié la vision, l'avoir partagée, l'avoir explicitée, l'avoir comprise, l'effort qu'il faut faire, c'est le traduire finalement dans nos métiers, nos divisions, nos business units, ce que vous voulez, mais en tout cas le traduire en cas concrets. Donc ce matin, on les a un petit peu abordés, mais je pense qu'on est resté sur notre fin, parce que c'est resté encore assez high level. Là, on aimerait aborder un petit peu, voilà, prenez un exemple de cas d'usage fort que vous avez dans chacune de vos organisations aujourd'hui, auquel vous pouvez fortement penser. Et racontez-nous déjà quel est ce cas d'usage, mais de façon très très concrète. Je n'hésiterai pas à vous rechallenger si ce n'est pas assez détaillé. Et puis surtout pour ceux qui sont dans ces cas d'usage depuis assez longtemps, dire quels sont les bénéfices que vous avez obtenus sur ce cas d'usage. Si vous démarrez, quels sont les bénéfices dont vous attendez, et puis comment vous comptez mesurer, ou vous avez mesuré le succès. Encore les mêmes questions, mais de manière très 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 concrète pour que ça ne reste pas trop high level, encore une fois. Qui se sent de commencer ? Carolina, je suis sûr que tu as des bons exemples sur ton événement. Je sais que tu avais une vision, et ce qui, je pense, qui est intéressant sur ton cas, c'est qu'Olivier, il a un besoin pour la ligne des opérations, et toi, tu as un besoin pour la communication, et notamment pour l'événement, le Citizen Day que tu nous as présenté ce matin. Mais tu attendais quelque chose. Je me souviens, les premières conversations, la vidéo que tu as pu présenter ce matin, qui passait en arrière-plan, tu avais cette vision déjà en disant si je pouvais présenter ça à la direction, ce serait bien. Donc, je sais que tu avais déjà une vision. Et donc concrètement, après, sur ton besoin précis de l'événement, comment tu as commencé et comment tu as mis ça en place ? C'est vrai qu'au début, quand du coup, il faut présenter à ma manager, lui dire il faut qu'on aille sur Yammer cette année. Elle me dit mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Et du coup, si on dit ouais, parce que c'est cool, le social c'est cool et tout, je vais me faire embarrer. Donc en fait, il y avait des vrais objectifs à défendre. Il y avait un vrai manque de matérialisation et de quantification des activités qu'on faisait. Donc là, le fait de... je peux quantifier qu'on a planté 200 arbres, qu'on a mobilisé 13 000 personnes sur l'environnement. Je sais qu'on a aidé, alors j'ai pas léché 4 500 personnes âgées. Enfin voilà, maintenant, en fait, par la remontée de tout ça, je peux quantifier ce que je ne pouvais pas faire l'année dernière, en fait. Donc moi, ça me permettait ça. Et puis, ça me permettait aussi une adhésion spontanée que je ne pouvais pas avoir autrement que par un réseau social, en fait. Donc ça, c'est ces choses-là hyper sensibles. Comment je crée de l'adhésion ? C'est pas en disant il faut adhérer qu'on aura de l'adhésion. Donc j'avais ces deux problématiques.
Donc comment tu as fait concrètement pour aller voir ta directrice de la com générale chez L'Oréal? Comment tu as été la voir? Tu lui as présenté quoi pour qu'elle dise OK, tu peux y aller? En fait, il y avait une envie déjà de l'année N-1 qu'on avait un peu loupé. On avait un peu loupé l'opportunité. Yammer, c'était pas encore Microsoft. Et il y avait un goût amer de genre, on l'a pas chopé à ce moment-là. Et du coup, cette année, on voulait vraiment le faire. J'ai aussi pu le faire parce que j'ai rencontré du coup Olivier et Sylvain. Parce qu'effectivement, la vision, je l'avais et je me suis dit, voilà, cette année, il faut qu'on fasse, outre l'événement terrain, il faut créer un événement digital. Parce que le digital, ça apporte cette adhésion naturelle, comme ça, et c'est par là qu'on va l'avoir, en fait. Et ce film, effectivement, dès le début, on l'avait imaginé. Et on le voulait dès le début, en fait. Enfin, je le voulais dès le début. Et du coup, si c'est une envie personnelle, il faut emporter en tout cas sa direction et son équipe. Donc, au début, il n'y avait personne, c'était pas inscrit dans les job desks de mon équipe. Il y a quelqu'un qui a été finalement plein temps dessus quelques semaines avant l'événement, volontairement, et parce qu'elle avait des qualités sociales et de community management, et du coup, ça s'est très bien passé avec Olivier et Sylvain, parce qu'on s'est tout de suite entendu sur quoi faire, comment faire. Et en fait, on est très loin. En fait, on est éloigné physiquement, on est éloigné. Nos jobs n'ont rien à voir. Enfin, et c'est juste que là-dessus, on s'est trouvés et on s'est dit, écoutez, on va faire un truc ensemble et ça va marcher, en fait. Et enfin, je sais pas si, enfin, il n'y a aucun. Non, mais effectivement, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu as pu en fait dégager un peu de temps d'une personne de tes équipes pendant quelques semaines pour être dédié un petit peu à la mise en place de ce projet et à son animation. C'était en plus de son travail. Voilà. Et le jour J, du coup, il y avait 5 community managers. Le jour J, pour animer les 200 groupes en France. Donc 5 community managers, dont Sylvain et Olivier. Et Karl était là aussi. On avait créé un hub dans notre headquarter à Clichy pour animer tous ces groupes-là et faire créer et faire monter la sauce. C'était pas évident. Très sincèrement, ça a l'air facile, on est tout content, etc., parce que ça marchait, mais au début, c'est compliqué. Et avec Olivier et Sylvain, du coup, on a craqué une mécanique qui, moi, franchement, j'étais assez incapable de la construire. Moi, je savais sur qui me reposer, qui j'avais comme relais, comment ça marche le Citizen Day. Je connaissais la stratégie de communication de cet événement, comment ça marche. Mais du coup, pour structurer ça sur la plateforme, du coup, ils m'ont bien aidé parce que moi, j'étais incapable de définir un nombre de groupes à créer, comment les créer, quoi demander à faire aux gens, effectivement, parce que du coup, on leur dit venez là-dessus, mais quoi faire, le choix des groupes, du coup, par activité, par association. Il y avait plusieurs. C'est comme une ligne éditoriale. Du coup, comment choisir cette ligne éditoriale? Ça, c'était compliqué à architecturer. En tout cas, l'architecture s'est faite vraiment avec eux parce que j'avais pas tout le détail de la plateforme. Ce qui est juste important, en fait, c'est de comprendre la structure du projet et comment on va l'enrichir avec une partie digitale. Garder l'essence du projet et y rajouter un nouveau schéma et surtout traduire à chacun des participants la place qu'il va avoir dans cette nouvelle construction, ce qu'on attend de lui et ce qu'il va pouvoir y trouver aussi. Et c'est comme ça, de toute façon, qu'on arrive à engager les gens sur le dispositif. La partie community management, ça n'a pas été de faire des contenus, comme on a l'habitude de faire dans les équipes de com. Ça a été de s'assurer que les contenus étaient pertinents, où on n'a pas eu de gros soucis. Et c'était surtout de voir que parmi les contenus qui ont été créés par les utilisateurs à un niveau local, qui était grosso modo le message, c'était partager votre Citizen Day entre vous. Pour garder une trace, un souvenir, etc. Et après, le travail que nous, on a fait, c'était de repérer les contenus qu'on trouvait intéressants pour les sortir du micro-local et de les remonter à un niveau national ou international. Ce qui a apporté un nouvel usage dans les équipes de la com, c'est la notion de curation, où finalement, en centrale, on arrête de produire des contenus, mais on capitalise sur les contenus qui sont créés par les utilisateurs en fonction d'une stratégie éditoriale qu'on peut avoir. Moi, par exemple, mon exec VP, on l'avait abonné à un mot-clé. Dès que je voyais passer quelque chose où je savais que c'était quelqu'un des opérations,
J'utilisais le petit topic en anglais, sujet en français, hashtag sur Internet. Je lui collais ça et du coup, ça lui tombait dans son flux. Et avec mon équipe de com à mon niveau, on a permis à mon exec VP de lui montrer le Citizen Day tel que mon équipe de com souhaitait lui montrer. Voilà. D'accord. Et je me souviens. Ça permet. Et comme tu l'avais bien conseillé, ce genre de curation, ça permettait aussi de montrer une vitrine effectivement à la direction, etc., qui était un peu notre caution. Voilà ce qui se passe en fait, parce que sinon on me disait mais qu'est-ce que tu fais sur Yammer, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce que tu fous là-dessus, enfin voilà. Du coup, il fallait vraiment montrer et du coup ça rassurait tout le monde. Et en fait, il y avait c'était très positif en fait. Il y a des très beaux contenus, les pays postaient, tout le monde était fier. Enfin voilà, donc c'était très rassurant. Un exemple plus opération, on a dans nos équipes packaging, on a donc des équipes un peu partout dans au moins 5 endroits. On a des problèmes qualité au niveau du packaging, c'est la source d'insatisfaction première de nos produits, le petit bouchon qui casse ou le parfum rayé ou des petites choses comme ça. On a aussi des problèmes qualité de l'autre côté, pas du point de vue consommateur, mais du point de vue production, et ça a des impacts sur notre productivité et sur notre efficacité organisationnelle, donc on y fait aussi extrêmement attention. Le problème qu'on s'est rendu compte, c'est que aujourd'hui, il y avait des gens qui avaient des problèmes à un endroit et la solution, elle n'était pas dans leurs collègues proches, mais elle était possiblement ailleurs. Donc on a simplement créé un groupe, créé un workflow en disant si vous avez un problème de qualité en packaging, première étape, vous allez voir dans le référentiel. La solution, oui, très bien, la solution, vous résolvez vos problèmes. Point 2, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que vous faites ? Dans un groupe dédié dans lequel on a mis absolument tout le monde, toutes les géographies, tous les métiers du packaging, tous les niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire on n'a pas mis que les experts, entre experts, etc. C'était pas le tribunal, mais le jeune technicien qui vient d'arriver directement, il arrive dessus. Et on a défini un format dans lequel les gens remontent le problème avec une photo, avec une définition du problème, avec les solutions qui ont été envisagées. Et à partir de là, on poste ça en message. Et derrière, il y a la conversation qui se fait dans les réponses. Et ce qu'on voit, c'est que les gens posent des questions ou apportent des bouts de réponse. Et on a des exemples très concrets où en 15-20 coups de réponse, il y a des gens qui posent des questions, qui amènent des débuts de réponse, d'autres qui font des dessins sur des bouts de nappes en Chine. Du coup, il y a un Américain qui sort un plan et ça donne une idée géniale à l'expert ou au technicien qui a mis les mains dans le cambouis 2 jours avant et il trouve la solution. Donc du coup, ça nous permet de résoudre des problèmes qu'avant on n'arrivait pas à résoudre parce qu'on les mettait sous le tapis, classique. Et du coup, le problème n'était pas résolu. Et donc là, on a des résolutions très concrètes de problèmes qu'avant on n'arrivait pas à résoudre et qu'on résout très vite. Grosso modo, entre Paris, Shanghai, Clark dans le New Jersey et Rio, ça tourne 24/24 et il y a toujours quelqu'un qui est là pour apporter un bout de la solution et c'est vraiment collectif. Et ça marche bien et c'est en train de se déployer sur d'autres métiers puisque c'est une source d'efficacité. Si je peux me permettre, Olivier, c'est un point clé quand je vous présentais tout au début, faire du concret, quand on traduit en fait le besoin social et puis qu'on le met, le besoin métier, qu'on le met dans le réseau social, c'est un point clé qu'Olivier vient de décrire, c'est-à-dire qu'il y a du partage d'idées, mais derrière ce qui est clé, c'est comment on remet ça dans le process officiel pour qu'il y ait une décision qui soit prise, qui devienne officielle et que le process continue. C'est comme ça que vous démontrez de la valeur. On peut avoir beaucoup d'idées, mais si ce n'est pas acté officiellement dans le process, il y a un moment, ça coince. Et la suite, le bénéfice de ce dispositif, c'est donc le fait que toutes les géographies sont représentées et il y a une diversité des profils. Ce n'est pas que les experts, il n'y a pas qu'eux qui ont la solution. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que le processus continue. C'est-à-dire quand la personne elle a eu tout un ensemble de réponses et qu'elle se dit « Tiens, c'est intéressant pour résoudre mon problème, je vais tester » et qu'elle dit « Oui, j'ai testé, ça marche, merci ». Derrière, l'expert lui rentre dans le processus, va faire son évaluation professionnelle à son niveau-là, et si ça marche, la bonne pratique qui a servi à résoudre ce problème-là devient en fait un élément du référentiel. Donc on est vraiment sur des cycles d'amélioration continue où le problème crée une solution de manière structurelle.
une vraie capitalisation. Capitalisation des savoirs, knowledge management, classe numéro 1. Alors, si on se penchait un petit peu plus sur quelqu'un d'autre, je sens que par là, il y a une envie de raconter un cas concret également. Oui, un cas concret dont je peux vous parler, c'est sur l'animation d'une communauté. Quand on a décidé de démarrer le réseau social, on s'est dit pour que les gens y trouvent un intérêt, il faut qu'il y ait du contenu et il faut qu'il y ait un réel apport métier. Et donc, une de mes initiatives, ça a été de poster sur le réseau, de faire un appel aux communautés et de dire, voilà, est-ce que certains d'entre vous s'est intéressé pour créer une communauté? Et bon, en faisant un sondage comme ça, une des idées qui est ressortie, c'était une communauté autour des méthodes agiles. C'est des méthodes qui sont utilisées un petit peu partout dans le groupe. Et donc, ça a été un des thèmes qui est sorti. Et donc moi, ce que j'ai dû faire concrètement, ça a été de contacter 3 interlocuteurs que j'ai identifiés. On les a fait se rencontrer et pendant cette réunion qu'on a montée, tout l'enjeu, c'était de déterminer à quoi allait servir cette communauté, comment elle allait répondre à un réel enjeu métier, comment elle allait pouvoir répondre à des problématiques qu'ils ont au quotidien. Et pour vous donner un exemple, quand on a commencé la réunion, ces 3 interlocuteurs ne se connaissaient pas. C'est la première fois qu'ils se voyaient alors que, bon, voilà, ils travaillent sur le même sujet et ils sont tous arrivés avec le même support. C'est-à-dire chacun avait préparé de son côté un support sur les méthodes agiles et ils se sont rendus compte que tous les 3 avaient le même contenu en fait à l'intérieur. Et voilà, ils se sont pris la tête tous les 3, ils se sont dit mais on a passé des semaines et des semaines à monter ce support, alors que si on avait partagé l'information, on aurait pu faire ça ensemble. Et donc, on va dire qu'eux ont eu leur aha moment à ce moment-là. Et ça a été du coup très concret pour eux. Et ils se sont dit, mais on veut maximiser, on veut mutualiser tout ce qu'on fait dans le groupe. Et donc, cette communauté, elle est partie de ça. Et donc là, tout l'enjeu du départ et pour lancer cette communauté, c'est de trouver l'objectif et de trouver l'intérêt que les personnes qui vont constituer cette communauté vont avoir. Et il faut surtout identifier l'intérêt des personnes du réseau entier. Quel va être l'intérêt de quelqu'un de participer à cette communauté? Quel bénéfice il va pouvoir en tirer? Et quel bénéfice il va avoir aussi à participer, à échanger de l'information? Donc voilà, ce qu'on essaye concrètement de mettre en place dans l'accompagnement des communautés, c'est de trouver des bénéfices des 2 côtés. Aussi bien de la part du porteur de la communauté et aussi de la part de celui qui va participer et recevoir l'information de cette communauté. Voilà un exemple concret d'usage. Super, j'adore la préparation séparée en fait, de chacun, où au final ils arrivent avec la même présentation. Comme j'aime bien dire chez nous en interne, we are a sharing company, on partage tout et si ça avait été partagé, ils auraient pu avancer encore plus vite. C'est bien, ils s'en sont rendus compte. Mais c'est bien qu'ils aient atterri quand même sur le même contenu. C'est déjà pas mal. Nous, on serait capable d'avoir d'un contenu un peu différent chacun. Et là, on ne se serait pas rendu compte. Mais excellent, excellent. Dans les airs, chez les pilotes. Alors, chez les pilotes, je vais partir aussi d'un cas très concret. Je crois que c'est un peu l'idée là-dedans. Tout à fait. Voilà, la vision très simple, nous, notre premier moteur, par exemple, c'est la sécurité des vols. Là, j'invente rien. On parlait de gestion du risque tout à l'heure chez les assureurs. Nous, on a une certaine exigence à ce niveau-là. Et un bon exemple, c'est ce qu'on appelle, nous, les études de sécurité. Chaque changement qu'on va introduire un petit peu dans notre manière de fonctionner, que ce soit un changement ponctuel ou un changement plus sur le long terme, on va faire une étude de sécurité. Voilà, c'est un grand mot pour dire, en fait, on va mettre différents interlocuteurs autour de la table pour discuter d'un problème, peser la criticité, la probabilité de chaque événement, et ensuite dire est-ce qu'on le fait, ce changement, est-ce qu'on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on met en place pour accompagner ce changement ou pas. Concrètement, ça, c'est des processus qui sont donc par définition un petit peu longs. Il faut mobiliser 10-15 personnes pour qu'elles se rencontrent. Chacun a des agendas très compliqués, des plannings pour les pilotes qui sont faits au moins 10 jours avant, voire même le mois précédent en général. Donc on se rend compte que ce processus introduit une certaine latence dans nos prises de décision.
Et c'est en ça que Yammer va nous aider, vraiment en accélérateur de prise de décision. Et puis l'objectif derrière ça, c'est d'être plus agile et de pouvoir saisir des opportunités ponctuelles qu'on n'aurait pas pu faire sans. Donc l'exemple qu'on a, c'est là ces jours-ci, c'est les 80 ans d'Air France. Et on a à cette occasion un vol spécial qui va être fait entre Paris et New York avec une émission de radio qui va être enregistrée à bord. Jusque-là, un événement, et dans le monde de la communication, ce n'est pas des choses qui se prévoient 8 ans avant, hein. Ça s'est décidé pas très longtemps, sauf que, étant donné que ça sort de l'ordinaire, il fallait qu'on fasse cette étude de sécurité. Et c'est une condition sine qua non de dire, si on n'a pas fait l'étude de sécurité, si ce n'est pas validé, on ne peut pas faire l'événement en question. Donc on voit assez vite la perte d'opportunités potentielles. Mais là, ce qu'on a fait, on a mis toutes les personnes sur un groupe Yammer. On leur a dit, ben voilà, vous n'allez pas avoir le temps forcément de vous voir dans une pièce, autour d'une table, vous êtes à vos 4 coins du monde. Par contre, vous avez un sujet de discussion, vous avez un endroit où vous allez pouvoir partager vos documents, vous allez pouvoir faire appel à certains experts qui n'étaient pas initialement dans le groupe de travail peut-être. Et au final, le résultat, ça a été quoi? Ben, ça a été qu'on va pouvoir faire ce vol, puisqu'on a réussi à mobiliser toutes les bonnes ressources, même à distance, qu'ils aient cette conversation autrement que par email ou par d'autres moyens. Et en fait, grâce à Yammer, c'est exactement ce qu'on voulait. On a remis un petit peu d'agilité et de réactivité dans le processus de prise de décision. Et ça a permis de vraiment prendre une décision sans avoir eu à passer par ces rendez-vous physiques qui étaient obligatoires jusque-là, c'est ça? Exactement. Et ce midi, le commandant de bord du vol qui a lieu vendredi vient de changer. Au lieu de chercher dans mes mails où étaient les documents sur cette étude de sécurité, je l'ai directement inscrit dans le groupe qu'on a créé et il a vu tous les documents tout à l'heure. Donc réactivité et gain de temps énorme de notre côté. Donc voilà, on parlait de concret et là c'est du très concret et surtout c'est une superbe opportunité pour notre image, pour notre marque, d'avoir cet événement qui peut se faire et qui il y a encore 6 mois, on n'avait pas l'outil et on n'aurait pas pu avoir l'usage qu'il y a derrière. On veut bien participer, nous. Ça pourra se négocier. Tu peux négocier ça avec bon. Et sinon, j'avais un deuxième cas oui. très concret, mais peut-être qu'on allons-y. peut en garder un peu pour plus tard, je ne sais pas. Ah non, les cas concrets, c'est maintenant. Voilà, alors les cas concrets. On a mis en place donc, une plateforme de travail pour chacun des pilotes qui est une tablette d'une marque que je ne citerai pas. Non, mais tu peux la citer. Et si tu la cites pas, c'est que c'est pas la nôtre. Donc, Bon, donc on a tous des iPads pour travailler. Et quoi, pardon? Je sais plus, un truc que tu connais un peu. Donc l'idée, c'est de se dire comment on va pouvoir utiliser cet iPad au quotidien dans notre métier de tous les jours. Et ça passe entre autres par de la formation. Et on a des modules de e-learning qui viennent d'être déployés sur notre iPad. Et c'est donc une nouvelle manière de faire notre formation en continu. Et grâce à Yammer, donc on a créé un groupe e-learning sur iPad. Et qu'est-ce qu'on a eu? Premier déploiement, on a eu des questions. Tiens, moi, le déploiement ne marche pas sur ma tablette. Qu'est-ce qui marche pas? Est-ce que j'ai fait une mauvaise manip? Et tout de suite, le responsable du déploiement de l'iPad, il a pu apporter la bonne réponse à la bonne personne ou l'orienter vers le responsable très rapidement. Et sinon, ça aurait juste pas pu être possible. Il aurait fallu attendre 2 mois qu'on ait des statistiques. On voit, tiens, il y a tant de personnes qui n'ont pas pu faire leur e-learning. Qu'est-ce qui s'est passé? Aller les chercher. Alors que là, instinctivement, ils avaient un moyen de retour. Donc, et encore, toujours très facile de partager juste un PDF de documentation, juste dire voilà, vos contacts, ce sera un tel, et là, c'est le contact est direct. Alors, sur ce scénario précis, sur le fait de dire j'ai un problème, je pose la question, est-ce que c'est venu tout de suite, ça, ce réflexe de dire je pose la question devant tout le monde? Parce que moi, quand j'observe chez Microsoft, il y en a qui le font, mais c'est une habitude qui est difficile à amener. On n'ose pas poser la question devant tout le monde. On n'ose pas pour X raisons. Mais c'est une démarche qui est très très difficile. On est toujours tenté de dire je fais un message privé, un petit mail, c'est quoi le truc, alors que effectivement en posant la question devant tout le monde, sans doute d'autres personnes qui n'osaient encore moins la poser se la posent. Et la réponse est bénéfique pour tout le monde. Exactement. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est dès la préparation du projet, on avait identifié qu'il allait sans doute avoir un besoin du côté justement de la direction de la formation. Et on est allé voir le responsable de ce service-là et on lui a dit, voilà, on va avoir une plateforme qui va arriver dans pas longtemps, est-ce que ça t'intéresse? Et lui, à ce moment-là, il nous dit, on était en train de travailler justement sur un projet de plateforme de retour d'expérience. Et on lui a dit, arrête 2 minutes, tu vas voir, on a un truc, c'est bon, c'est pour toi. Il a essayé avec nous pendant une petite heure, il était vraiment convaincu. Donc déjà, c'était très vite, on a réussi à lui faire comprendre son intérêt dans Yammer. Et après,
Et là, il a un peu devancé ce qu'on espérait. Mais à peine on a commencé à ouvrir cette communauté que lui même a créé son groupe. Il a rempli tout comme il fallait. Il a bien écrit les objectifs de son groupe. Il a bien expliqué dès le début en faisant plusieurs messages. En disant voilà, on va déployer l'e-learning. On voudrait utiliser Yammer pour collecter votre retour d'expérience. N'hésitez surtout pas si vous avez une question. Je veux dire, il n'y a pas de honte à avoir. Et au final, les gens se sont sentis en confiance assez rapidement en commentant sur cette page. Très bien. Voilà. Excellents exemples. Zoé, tu avais une petite anecdote sur les personnes qui ont du mal à poster. On veut bien l'entendre. Pour moi, c'est Carole qui m'a donné la réponse. C'est vrai. Je m'en souviens plus. Je me rappelle au départ, parce qu'au début, effectivement, je recevais des emails en disant « Ah oui, j'arrive pas à faire ça aussi sur Yammer ». Donc, j'évaluais, on n'est pas très très nombreux, je suis à l'INSEAD depuis de nombreuses années, donc j'évaluais si je pensais la personne pouvait prendre le risque de poster ou si c'était même pas la peine d'essayer. Donc, si je pensais que la personne était presque là, mais pas tout à fait, je répondais en disant « Ah oui, c'est une super question, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui pourraient profiter de la réponse. Est-ce que tu viens bien le poster dans la Yammer Help Group parce que ça me rendrait service ?» Parce que ça, si toi tu te le poses, il y a 10 autres personnes qui posent la même question. Si j'étais absolument certaine que c'était même pas la peine d'essayer, que la personne allait prendre froid, donc ce que je faisais, que je prenais le contenu de l'email, j'enlevais bien évidemment le nom de la personne en disant il y a un collègue qui vient de poser cette question que je trouve très intéressante. Je postais la question, je postais la réponse et je mettais la personne en copie en bas. Donc c'était et comme ça ils étaient informés sur la plateforme de la réponse. Donc c'est des petits trucs, il ne faut pas non plus forcer, mais bon, ouais. ça... Non, c'est pas forcé, c'est une méthode assez douce finalement d'encourager. D'encourager. Mais j'ai fait la même chose, j'ai fait pareil. Voilà. Très bien. Est-ce que c'est assez concret pour vous ou vous avez des questions encore sur cette partie use case? Profitons-en, profitez-en. On a d'autres questions, parce que là on a fait le gros pilier vision use case. N'hésitez pas à les challenger parce qu'ils nous le challengent beaucoup. Donc ça va être leur tour. Je ne sais pas, une idée que vous avez dans votre entreprise peut-être, je ne sais pas, ou c'est une idée de lancement. Juste derrière toi, petite question. Bonjour, Xavier de Biwi. La question, elle est pour L'Oréal sur le packaging. L'idée, elle vous est venue de la vidéo faite par Yammer, qui présentait pratiquement un cas similaire. Il y avait une vidéo publicitaire de Yammer qui présentait la solution il y a quelques mois, ou pas, ou elle vous est venue en interne? J'ai pas compris la question. Yammer, il y a quelques temps, si vous êtes sur le Yammer Network, a lancé un certain nombre de vidéos publicitaires qui présentaient Yammer et les usages en entreprise. Et un des usages, une des vidéos, était justement autour du cas du packaging, où il y avait de la collaboration internationale. Je voulais savoir si l'idée vous était venue de là ou pas. En fait, c'est encore mieux que ça. C'est même pas nous qui avons eu l'idée. C'est la personne qui est en charge du packaging qui est venue nous voir en disant « Bon, vous faites un petit peu de bruit, vous faites ce genre de choses. Moi, j'ai un problème concret. Est-ce que vous allez pouvoir m'aider ? Je veux qu'on fasse de la remontée de problèmes. Je veux être à l'écoute de ce qui se passe. Et je veux que les gens puissent résoudre les problèmes entre eux. » Donc, on n'a même pas apporté le cas. C'est la personne qui est venue en ayant déjà fait une analyse de son problème. Et à ce moment-là, on avait juste à construire avec lui le workflow et la façon de le faire. Mais c'est vraiment venu du métier. C'est ça qui est intéressant aussi. Et sur la vidéo Yammer, telle que je connais nos équipes au marketing, je pense que l'idée venait d'un client d'ailleurs, s'ils ont fait la vidéo dessus. Mais c'est intéressant, en fait, là la réflexion que je me fais en vous écoutant, c'est que on dirait que les chefs de projet que vous êtes, finalement, vous avez un peu un rôle. Alors soit, je ne sais pas, soit on vous a désigné chef de projet, vous êtes auto-désigné parce que naturellement vous aviez des appétences et une envie, je ne sais pas. Mais j'y retrouve des points communs, dans le sens où au bout d'un moment, alors au début vous avez certainement beaucoup lutté. Lutter parce que seul au monde ou je ne sais pas. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que vous êtes identifiés comme les personnes à consulter. Et il y a un moment où il y a une bascule dans l'entreprise, où au fur et à mesure d'avoir des petits wins, des use cases où on démontre peu à peu la valeur,
Eh bien oui, il y a cette curiosité des gens où ils ont le réflexe de venir vous voir en disant « moi j'ai un problème, je sais que vous avez résolu d'autres problèmes, là si ça se trouve, on peut peut-être résoudre ». Donc il y a ce côté un peu volontaire de gens qui viennent vous voir, là où au tout début, on va plutôt les chercher et se dire « tu ne voudrais pas qu'on discute un peu de ton problème à résoudre ». Est-ce que c'est vrai ou c'est juste un sentiment que j'ai ou Oui, c'est un peu ça. Moi, ça a été impressionnant cette année. Je ne peux pas sortir de mon bureau sans qu'il y ait quelqu'un qui m'aborde dans un couloir en disant « Ah bah tiens, est-ce que je peux poster ça sur Yammer ?» ou « Est-ce que ça Yammer, on peut l'utiliser pour ça ?» ou « Est-ce que je peux créer ce groupe ?» ou « Est-ce que tu peux me donner un network ?» Maintenant, je ne suis plus vraiment sur le projet Yammer proprement dit. Mes collègues ont décidé, en fait, ils vont imprimer des t-shirts. Je ne suis plus chef de projet des Yammer. Hein. Parce que c'est vraiment ça. En fait, c'est pas un produit technique, c'est un produit humain. Donc, il y a une identification humaine. Et je pense que pour la réussite du projet, il faut qu'il n'y a pas il faut pas que ça soit Service Desk ou Yammer Help. Il faut qu'il y ait des visages et des personnes. Parce que c'est seulement comme ça qu'on arrive à faire passer le projet. Donc ça veut dire préparez-vous à faire des t-shirts. Oui. Je ne suis plus chef de produit Yammer pour plus tard, mais voilà, peut-être vous serez sursollicité aussi. Alors, l'expérience que Sylvain et moi avons est grosso modo la même. On est les Yammer Boys de L'Oréal. Ça a ses avantages et ses inconvénients, et donc une manière de repousser l'inconvénient, c'est en fait d'équiper les gens. Donc quand on est sollicité ou quand on va exposer aux gens qu'est-ce qu'il peut faire avec cette technologie et qu'il y a ce moment de clic, grosso modo on fait ce travail avec les gens pour les équiper, et le travail aussi c'est aussi de savoir repérer soit par des méthodologies sérieuses et documentées, soit juste avec le nez, de savoir que c'est pas la peine d'insister avec cette personne parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour, en termes d'attitude ou de compétences, pour démarrer le truc ou pour avoir la bonne attitude. C'est malheureusement comme ça que ça marche, et donc il faut se focaliser sur la qualité pour construire des usages. Après, on équipe les gens, on construit des choses. Carolina, par exemple, est quelqu'un qui a fait un énorme projet autour de ça. Aujourd'hui, sur la thématique de comment on engage digitalement des gens autour d'un événement en com interne, c'est pas moi qu'on vient voir, c'est elle. Et donc, je repousse le problème en créant de l'empowerment auprès des gens, et en fait, je me crée une armée de supporters qui vont porter le changement à leur niveau, à micro niveau. Voilà. Et après, la clé, c'est effectivement que les gens comprennent que si on introduit une technologie, c'est pas un outil en plus. C'est porteur d'un changement qui est de nature culturelle, et ce qui est important, c'est qu'ils acquièrent l'expérience. Et l'un des problèmes qu'on a avec le label Yammer, c'est que les gens s'arrêtent sur la techno plus que sur l'usage, parce que c'est comme ça qu'on a introduit les outils dans les grandes entreprises pendant les 30 dernières années. Alors j'aimerais revenir côté, juste à ma gauche, Air France et Crédit Agricole, parce que vous démarrez tout juste, et donc ça doit être encore frais dans vos esprits. Sponsorship. Alors déjà, qui est votre sponsor et comment vous êtes allé le chercher? Qu'est-ce que vous avez fait en fait pour aller chercher ce sponsor et ses validations? Est-ce qu'on vous a aidé ou pas? Est-ce que c'était difficile? Voilà, toutes ces questions-là. Alors nous, donc je travaille donc à la Direction Générale des Opérations Aériennes, et ça a commencé par là. On a fait une présentation, on était deux jeunes pilotes à s'intéresser un peu au sujet, et on est allé voir notre directeur général adjoint, on a frappé à sa porte, et on a dit voilà, on a un truc à vous présenter. Et il a dit venez, il nous a pris 3 quarts d'heure un soir, et puis on lui a montré, pas Yammer, on était très très loin de la solution technique, on était en train de se dire le concept de réseau social d'entreprise, est-ce que ça aurait du sens? Et il nous a laissé pendant 20 minutes faire notre petite présentation. Puis il nous a dit moi ça me plaît, j'aimerais qu'on creuse vraiment le sujet. Et nous on lui a dit nous on peut creuser le sujet tant que vous voulez, mais il va falloir que vous montiez avec nous dans le bateau. Et donc l'idée c'est, enfin dans l'avion en l'occurrence. Et donc l'idée c'est qu'on lui a dit dès le début que on était un peu convaincus qu'on allait avoir besoin d'un gros appui, parce que ça allait complètement à l'opposé de ce qu'on faisait d'habitude. Et à partir de là, depuis, ça ne s'est pas démenti. C'est lui qui nous a ouvert les portes donc, de son comité de direction. C'est lui qui s'est fait vraiment l'avocat de ce projet-là auprès du COMEX, donc
notre comité exécutif d'Air France, où il a engagé des discussions avec le directeur général des systèmes d'information. Et en fait, ça a été vraiment notre relais entre le besoin métier, vraiment les mains dans le cambouis, qu'est-ce que ça va nous apporter au quotidien, et l'intégration dans une vision plus stratégique à long terme, avec une discussion avec d'autres directions sur la mise en place de Yammer. Et du coup, ça vous a aidé à vraiment les convaincre sur, encore une fois, la question d'investissement, d'y mettre le bon investissement en temps d'équipe, projet, etc. Alors c'est sûr qu'au début, l'idée un petit peu généralisée, c'est de se dire que finalement c'est un réseau social, donc ça se fait tout seul. Assez vite, il a fallu qu'on lui montre que non. Et là, il a été assez réceptif aussi. Alors certes, en regardant en arrière, on aurait toujours pu faire différemment, faire plus grand, plus cher, on peut toujours faire différemment. Maintenant, nous, on s'est vraiment attaché à faire du concret et à s'appuyer sur des cas concrets. On a la chance d'avoir notre directeur général adjoint qui est lui aussi pilote. Et il est pilote toujours en activité, donc ça lui parle vraiment directement de l'utilisation de Yammer au quotidien. Et à ce titre-là, nous, ce qu'on a essayé de faire dès le début, c'est d'intégrer notre vision de Yammer avec notre contexte du moment. Donc notre contexte, il y avait vraiment 3 piliers qui étaient essentiels. C'était le premier de se dire, on a mis en place il y a un peu plus d'1 an des managers de proximité. Alors ce qu'on appelle manager de proximité, ça fait encore beaucoup sourire les gens, puisque un manager a une équipe de 120 à 130 pilotes, donc ça reste quand même des équipes un petit peu sérieuses. Mais avant, c'était 1 pour 1500, donc bon, quelque part, c'est déjà un gros progrès. Donc il y avait ce manager de proximité, et là, nous, on avait comme idée de lui proposer une plateforme de communication avec son équipe. La deuxième, c'était le projet dont on a parlé tout à l'heure, la dotation à tous les pilotes d'une tablette. Et là, on se dit que c'était une super opportunité d'avoir l'outillage. Il n'y avait plus qu'à créer l'usage autour. Et puis le troisième, c'est ce contexte économique qui est ce qu'il est. Donc on avait vraiment un besoin de plus en plus criant de communication pour partager les enjeux stratégiques à venir de l'entreprise. Donc en s'appuyant là-dessus, on a réussi à faire passer auprès de notre sponsor la nature du besoin et surtout voir comment lui, il allait pouvoir démultiplier ça auprès de ses collègues du comité exécutif. Et puis surtout, on savait à peu près que si on avait besoin de rentrer en contact avec quelqu'un ou d'une initiative un peu de poids dans la balance, on avait juste à le solliciter et il nous appuierait sans problème. Question très très simple, est-ce qu'il participe à Yammer? Est-ce qu'il est actif? Oui. Oui. Oui, par exemple, la semaine dernière, il était chez Boeing à Seattle. Il a fait du simulateur et des vols avec le nouveau 787 qui va beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Et il nous a envoyé lui-même des photos qu'il a pris dans le simulateur, et puis son retour d'expérience un peu sur les quelques jours qu'il a passé là-bas, directement sur le All Company Feed. Et ça a beaucoup plu. Bien, voilà. Bravo d'avoir réussi à engager votre sponsor et le faire participer. C'est pas une tâche évidente. C'est Olivier Oussilin, je ne sais plus qui disait ça, en disant que le RSE, c'est pas une destination, c'est un chemin. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça va, et il faut que ça continue. Oui, effectivement. Mais c'est très important d'avoir l'appui de ces sponsors. Tout à fait. Côté Crédit Agricole, alors on peut s'imaginer que vous êtes quand même alors, soit ligne métier, DSI, c'est peut-être pas la banque d'affaires ou d'autres branches de Crédit Agricole, mais quand même, vous êtes une banque française. On peut s'imaginer que dans votre, on va dire, croisade, vous avez eu peut-être des embûches. Certainement que M. Lebon est en train aussi de répondre à des questions qu'il a eues côté IT, sécurité, etc. Ici, ce n'est pas le propos, mais en tout cas, comment vous êtes allé chercher ce sponsorship aussi de votre côté? J'ai eu de la chance, c'est lui qui est venu me chercher. Ah, bon, répondu à la question. Alors, en l'occurrence, mon patron Jean-Paul Mazouaillé, qui est le DSI Group, qui est niveau direction générale, est arrivé en avril, je dirais pratiquement dans la quinzaine suivant son arrivée. Et il m'a fait venir dans son bureau, il m'a dit voilà, il faut que tu me crées un RSE. Et il m'a fait un schéma qui était assez intéressant. Sur une petite feuille, un petit bout de truc. Donc, il représentait une espèce de millefeuille, donc un certain nombre de couches comme ça. Il me dit, voilà, ça, c'est la structure du management chez moi. Et donc, quand je veux passer un message, je le passe à celui qui est en dessous, puis celui en dessous, puis celui en dessous. Il me dit, c'est pas ce que je veux. Il me dit, je veux un truc qui fait ça.
Et je dis, ça va, j'ai compris. Il me dit, bon, tu veux que je te laisse le papier? Je dis, non, ça va, j'ai mémorisé, il n'y a pas de problème. et donc, voilà, donc effectivement, quelqu'un qui est direction générale, ça ouvre plein de portes, dont, bien entendu, donc je parlais ce matin de toutes les DSI qui font partie du groupe. Les DSI étaient forcément convaincus, vu que c'était le big boss qui apportait le truc. Et donc, on a eu beaucoup de facilité, effectivement, à passer les messages, à fédérer les gens. Et outre je pense, la nécessité, l'intérêt, les gens sont convaincus malgré tout. C'est pas parce qu'il y a un big boss qui dit quelque chose que ça se décrète. Hein. Mais je pense l'utilité du produit plus une volonté de très haut niveau ouvre énormément de portes. Le millefeuille, ça aurait valu le coup de le prendre en photo. Ça aurait été quand même la brique fondatrice quand même de votre réseau social. Que j'aurais dû mettre dans Yammer. Très intéressant. Hubert, vous vouliez rajouter quelque chose? C'est vrai que sur le lancement du projet, notamment auprès du sponsor, donc nous on avait un sponsor métier qui était lui convaincu par nos use cases qu'on lui a proposés, et puis même il en a rajouté quelques-uns. Quand il a été question de commencer à venir rencontrer la DSI pour leur dire, voilà, nous on aimerait bien un réseau social d'entreprise. La première réponse, et c'est ce que disaient un petit peu Zoé et Olivier tout à l'heure, de dire qu'on a une approche très outil de nos plateformes informatiques. Et la première réponse était, d'accord, vous voulez une plateforme, trouvez-nous la rentabilité. Donc là, on a dit, pas de problème, on va faire ça en 2-3 minutes. Ok. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il allait falloir travailler sérieusement là-dessus. Et en fait, c'est là où le travail avec Karl et la discussion aussi a porté, c'est qu'on a vraiment essayé de creuser sur les bénéfices métiers, puisque nous, en tant que pilote, on ne génère pas de la recette de notre propre activité. Donc, c'était de trouver des leviers d'amélioration d'efficacité qui in fine, pouvaient se chiffrer, mais c'est vraiment pas quelque chose d'immédiat. Mais malheureusement, c'est encore un peu l'approche vraiment demandée tout le temps. Donc, c'est arriver à un peu convertir ces besoins métiers en efficacité opérationnelle et trouver, on va dire, le moindre levier de rentabilité doit être souligné. C'est vrai que c'est pas simple. C'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est témoigner de ça pour qu'on se rende compte que oui, effectivement, on ne peut plus continuer à faire des projets tels qu'on les faisait avant. Ça ne veut pas dire qu'on jette tout à la poubelle, hein, mais c'est d'être dans la continuité, mais tout en changeant des choses profondément. Et je pense que vous êtes les témoins aujourd'hui de ça. Je ne sais pas si c'est des symptômes ou des bons signes, ou en tout cas, moi, je trouve que c'est de très bons signes. Sponsorship, il y a l'heure qui passe à une vitesse. On a un peu abordé la question de community management. Je pense que Olivier, quand tu as parlé de la démarche, un petit peu de comment vous passez à l'échelle finalement en créant des ambassadeurs qui vont être à nouveau des ambassadeurs, ça vous décharge un petit peu le travail. Donc on se pose souvent cette question-là. Elle est multiple parce que oui, on sent qu'il y a ce rôle qui est là. Est-ce que c'est un rôle à créer? Est-ce que c'est finalement tout un chacun qui doit le devenir un petit peu? Moi, j'ai toujours dit, quand on regarde un petit peu le profil du manager idéal, le profil du community manager idéal, à part le fait que le community manager n'est pas en direct des personnes qu'il gère hiérarchiquement, on y retrouve aujourd'hui en fait des exigences assez proches. En tout cas, des qualités qu'on attend assez proches. Ouverture, transmettre le savoir, on dit enabler, mais rendre capables les gens d'exprimer leur potentiel, etc. En tout cas, moi, c'est l'image que je me fais du management. Donc, la question, c'est peut-être un community manager n'est pas un manager, mais un manager doit peut-être devenir un bon community manager. Mais se pose alors la question de nos rôles qui se transforment dans l'entreprise. Rôles qui se transforment, donc ressources humaines. Est-ce que c'est des questions que vous avez déjà abordées? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que vous l'envisagez? Est-ce que c'est une évidence pour vous que tout le monde doit devenir un petit peu community manager parce que finalement, il y a très peu de rôles aujourd'hui dans nos organisations où nous sommes complètement isolés et on travaille tous dans des équipes virtuelles où à un moment donné, on est leader sur un projet. Quel est votre avis là-dessus sur cette question très particulière? Je n'ai pas de... Zoé? Pour nous, à l'INSEAD, on n'a pas de community manager.
Il n'y a personne chez nous qui a le boulot, qui est payé pour faire ça spécifiquement. Moi, en tant que chef de projet, bien évidemment, j'ai fait peut-être plus d'heures que tout le monde d'autre. Et j'ai essayé de montrer le bon exemple et expliquer aux gens comment il fallait faire. Mais pour nous, on avait déjà multiples façons de communiquer avec nos différentes communautés. Par exemple, on a des équipes qui s'occupent de student life chez les MBA. On a d'autres qui s'occupent de academic administration au MBA. On a des groupes maintenant dans le réseau qui sont spécifiquement là pour ça. Et en lieu de répondre aux étudiants par email, parce qu'on n'envoie plus du tout d'email aux étudiants, on répond sur la plateforme. Donc c'est juste pour nous, c'était pas un nouveau métier, c'est une évolution de notre travail. Parce que le monde évolue, le monde du travail évolue. On avait déjà besoin de répondre aux questions sur LinkedIn et sur Facebook. Et Yammer devenait un outil parmi d'autres. Sur le Global Network, les équipes qui ont l'habitude de répondre aux alumni sur nos différentes plateformes, maintenant ils répondent et ils postent des choses sur Yammer. Donc c'est juste une continuation. Maintenant, j'ai complètement déchargé la responsabilité sur les différents groupes qui sont responsables de ces communautés. Là où il y a eu un challenge pour nous, c'était pour ce qu'on appelle le staff and faculté, parce que c'était le DRH, c'est pas un département qui est spécifiquement compétent au niveau IT. Hein. Ils ont bien d'autres compétences, mais technologie, c'en est vraiment pas une. Hein. Ils sont super bons à ce qu'ils font. Par contre, ça a été un très gros challenge pour eux. J'ai été très patient, j'ai passé énormément de temps avec eux. J'ai passé des heures dans leur bureau à expliquer comment il fallait faire, etc. Ils sont d'une grande prudence, par nature, parce que c'est leur métier. Donc, je pense qu'on ne prenait pas beaucoup de risques d'autres que de ne pas éventuellement répondre suffisamment vite. C'était le plus grand risque. Maintenant, au bout de 6 mois, ils sont à l'aise et presque toute la communication qui n'est pas de communication privée passe par Yammer. On n'envoie plus d'emails de la DRH aux gens. Donc, encore, c'est juste, et là, ça a été un peu plus compliqué, on les a encouragés. Et bien évidemment, en fin d'année, quand il a fallu évaluer leur travail, on leur a félicité là-dessus. On leur a montré en tant qu'exemple pour tout le monde en disant regardez le super boulot qu'ils ont fait. Donc les gens ont envie de changer aussi. Ils n'ont pas nécessairement envie de toujours faire la même chose. Et ça peut offrir une variété dans leur travail qu'ils n'ont pas autrement. Je vais faire une réponse en plusieurs temps. La notion de community management, c'est un concept un peu fourre-tout dans lequel les gens se glissent des réalités qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y a quelques années, on parlait beaucoup des communautés de pratique. C'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, où ça a montré ses limites. À l'époque, comme les gens ne participaient pas sur les réseaux, qu'est-ce qu'on a fait des community managers? On les a transformés en content managers. Ce qui se traduit dans la plupart des entreprises de produits grand public, engagement sur les médias sociaux, avec des gens qui font du digital, qui concrètement font du contenu sur du Facebook. Le community management autour de Yammer, oui, ça existe, mais ça existe d'une manière qui est diffuse. On ne paye pas des gens, enfin j'espère qu'on ne paye plus des gens pour faire des emails à la place d'autres personnes. Et c'est la même chose en fait, quand on poste du contenu et qu'on crée du contenu sur un réseau social type Yammer, c'est fait pour faire son travail en fait. Quand on publie des contenus, c'est fait pour faire son travail. Que ça soit pour résoudre un problème, que ça soit pour communiquer une news autour d'un projet dont on a la responsabilité, que ça soit pour faire son travail de communicant en créant des contenus, de l'éditorial, etc. On fait son travail, c'est pas un boulot en plus. Par contre, après, la notion de community management, en fait, en termes de compétences, ça pose aussi un autre problème, et là, ça rejoint la question de compétences managériales. C'est grosso modo, derrière, comment on gère des gens via le digital, comme on a l'habitude de les gérer en physique. Et le management, pour la plupart des gens, c'est comment on gère des gens dans une salle pour qu'ils soient efficaces. Le community management, c'est comment on fait en sorte que des gens qui sont dans un espace digital soient efficaces. C'est la même chose, c'est deux facettes de la même réalité, de la même pièce. Quand les gens ont compris ça, derrière, ça pose des questions au RH en termes de formation et de compétences et de grille d'évaluation, éventuellement de motivation. C'est clairement pas le cas chez nous encore. Il faut encore que nos personnes mûrissent sur le sujet.
Très bien. Je me permets de passer au sujet suivant que je vais directement adresser à Crédit Agricole. La question de gouvernance. Gouvernance, évidemment, pas forcément que technique, évidemment. On dit toujours que c'est clé. C'est surtout clé parce que quand on regarde beaucoup de projets RSE, quelle que soit la techno, qui sont partis depuis, on va dire, 2010, parfois on se heurte à des situations où on se rend compte qu'en fait, on a juste oublié de penser à la gouvernance. Ce qui fait que le RSE, finalement, le projet, atteint des limites à cause de ça. Je pense que là, vous êtes à un moment donné, vous êtes dans cette réflexion-là, de trouver la bonne gouvernance pour votre projet. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais en tout cas, est-ce que vous pouvez nous partager les questions que vous vous posez? Qu'est-ce que ça veut dire se poser des questions de gouvernance pour Crédit Agricole? Déjà, on imagine bien que vous avez une structure, voilà, c'est une ligne métier qui est commune, voilà, c'est tous les DSI, toutes les DSI du groupe, donc déjà, c'est matriciel, ça devient matriciel, avec des DSI qui sont dans des entités qui peuvent être aussi assez indépendantes, voilà, entre elles. Donc on imagine qu'il va falloir mettre une réelle gouvernance en place. Quelle est votre stratégie, dans le sens où quelle démarche vous avez pour vous assurer d'avoir cette bonne gouvernance? C'est quoi votre démarche aujourd'hui? Quelles questions vous vous posez pour vous assurer de ça? Effectivement, on est dans un groupe fédéral. Et donc, en général, on n'a jamais individuellement la bonne réponse à une question. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut emmener tout le monde de façon à arriver à la bonne décision, à la bonne option. Bon, on a effectivement le sponsor, comme je disais tout à l'heure, qui peut effectivement mettre un peu d'huile dans les rouages, mais malgré tout, chacune des entités, et c'est la vraie vie, a son indépendance, a son autonomie de décision, et donc à chaque fois, il faut effectivement emmener des gens. On y arrive en y mêlant spécifiquement... Enfin, ce qu'on a fait en réalité pour le RSE, c'est qu'on a dit il y a 15 DSI dans le comité exécutif en fait, de cette ligne métier système d'information. On va mettre un des DSI qui va être le sponsor en particulier de ce projet. C'est lui qui va mouiller sa chemise, qui va faire le tour des popotes, qui va parler à ses pairs à leur niveau, qui va effectivement les associer finalement à des choses qui sont leur quotidien. Et donc, c'est cette méthode qui permet de dire je suis comme vous, les gars, je suis le sponsor, ok, mais si vous ne m'aidez pas, on n'y arrivera pas. Et donc, c'est bien par ce phénomène, j'allais dire, d'empathie presque, qu'on arrive à emmener un projet et arriver à convertir, le mot est un peu fort, en tout cas, à emmener en fait les différentes entités. C'est jamais une chose qui est arrêtée, qui est figée. À chaque fois, il faut gagner des nouvelles victoires. J'ai l'impression que c'est un fonctionnement qui a été préconisé par notre big boss, bien sûr, hein, mais c'est malgré tout, me semble-t-il, une méthode qui permet que tout le monde se sente mouillé à chaque niveau de décision. Alors, je vais oser vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre, exceptionnellement, parce que vous êtes très très tôt dans votre projet. Là, je me dis, voilà, ligne métier ici, c'est juste une partie des métiers de Crédit Agricole Group. Est-ce que vous pensez déjà au next step, à l'avenir, potentiellement à vous dire, ce projet, c'est peut-être juste le début d'un projet qui va rassembler tout le groupe? C'est ce que j'ai envie de dire. De toute façon, moi, en tant que responsable du projet, clairement, j'ai envie de toucher la terre entière. Aujourd'hui, on est vraiment dans un cas, presque dans un type un peu expérimental. On est presque... Bon, c'était un besoin, c'est pas simplement pour l'expérimentation qu'on fait ça. Moi, j'ai tendance à dire qu'on est un peu le laboratoire en fait du groupe. J'espère qu'on portera des éléments, des réussites qui permettront de capitaliser sur le sujet.
Comme nous sommes un groupe très divers, forcément, il y a plein de projets qui sont en train de se monter et qui font que des options pourront être prises par ailleurs. Mais comme je disais à midi avec une autre personne, on est presque comme au début de l'informatique où plein de solutions finalement vont être faites. À un moment, on donnera du boulot à nos chers consultants pour arriver à optimiser tout ce plat de nouilles qu'on a créé. Mais c'est malgré tout un moment qui est important. Il ne faut pas qu'on le bride en disant « j'attends que tout le monde soit prêt ». Non, on mène notre truc, on essaye d'arriver à des choses concrètes et on fera le bilan finalement de toutes les expériences à l'issue de tout ça. Et puis on essaiera effectivement, en essayant d'être un tant soit peu éclairé, de dire, ben voilà, la voie c'est ça, et on se donne les moyens d'arriver. C'est un groupe qui est trop important, j'entends en termes d'entité, en termes de collaborateurs, qui est trop important pour qu'on attende que tout le monde soit d'accord pour y aller. Donc on tire notre truc, et puis j'espère qu'on arrivera à être exemplaire et à emmener d'autres personnes sur la même voie. Je pense que c'est aussi un message fort qu'on voulait faire passer aujourd'hui, c'est de dire oui, on a beaucoup dit, il ne faut pas attendre, il faut y aller, il faut essayer. C'est aussi ça. Mais je pense qu'il faut mettre en balance, oui, ce fait qu'il faut servir une vision, et une vision, c'est souvent à long terme. Et donc, c'est avoir cet équilibre entre y aller, tester, effectivement, y aller vite, sans attendre que tout soit prêt. Hubert, pendant la préparation, vous disiez, en France, on est trop souvent des constructeurs de cathédrales. Il ne faudrait pas qu'on finisse à faire de la Sagrada Familia qui n'en finit plus. Et on a juste besoin d'avancer. C'est exactement ça, en fait. C'est un peu la discussion qu'on a aussi avec notre IT qui mène ce type de réflexion au niveau du groupe, même pas Air France, c'est vraiment Air France KLM, donc c'est un très très grand ensemble, à peu près 100 000 collaborateurs, donc c'est pareil, si on attend que tout le monde se soit mis autour d'une table pour avancer sur une solution, une roadmap ensemble, on n'y arrive pas. Et c'est vraiment l'idée, c'est de se dire que voilà, on travaille évidemment avec eux, hein, ils sont d'ailleurs dans la salle aujourd'hui et dans la salle à côté, c'est de se dire, voilà, ils nous ont orienté un petit peu la voie, ils nous accompagnent vraiment fréquemment pour nous aider à mener cette expérimentation, et en contrepartie, nous on essaye de leur apporter avec notre expérience, puisqu'en gros on va se mouiller un petit peu, avec notre expérience on va leur apporter des données pour qu'ils puissent après consolider le cas au niveau groupe. Et l'idée c'est vraiment exactement la même logique, c'est d'avancer, d'y aller petit à petit, pas hésiter à commencer petit, mais surtout, il faut avancer, il ne faut pas rester immobile, et surtout, on pourrait y réfléchir pendant des années, et c'est tellement une discipline qui est jeune que ne serait-ce que dans 6 mois, si on n'a rien fait, l'état de l'art a changé, donc on ne peut pas se satisfaire de ça. Olivier, tu veux ajouter une remarque ? Sur la notion de gouvernance, moi, ce qui m'avait marqué dans la présentation de Zoé, c'est le fait qu'il y avait une super structure avec toutes les bonnes personnes dedans. Chez nous, ça ne marche pas du tout comme ça. Hein. Nous, on est en mode bottom-up. Et en fait, pour moi, la gouvernance idéale, c'est la matérialisation du consensus qu'on est arrivé à générer. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de tout ce consensus-là pour faire avancer les choses. La preuve, chez L'Oréal, on n'a pas encore de gouvernance. On est en train d'y réfléchir. Ce n'est pas un problème, ça marche et on fait les choses bien. Pourquoi ? Parce qu'on a les compétences et quand on ne les a pas, sur la com, par exemple, on va les chercher à côté. Donc voilà, pour moi la notion de gouvernance c'est plutôt est-ce qu'on met les bonnes compétences à la base pour justement traiter le plat de nouilles qu'on va faire, plus que la représentation formelle d'un consensus qui n'est pas forcément créateur de valeur, puisque les réunions de gouvernance c'est des trucs qui marchent tous les 3 mois ou les 6 mois où les gens se serrent les mains et ne règlent pas forcément les problèmes. Ouais. Je pense qu'on se rend compte qu'en fait finalement sur toutes ces questions il y a des choses qui ressortent. Les choses qui ressortent pour moi, c'est que quand on parle de valeur business, en tout cas, on arrive à le démontrer assez facilement quand le projet est là, quand vous avez les bons ingrédients. Par contre, on se rend compte que la manière de faire dépend vraiment de votre ADN, de votre culture interne, de comment vous êtes organisé. Ben oui, on peut avoir une gouvernance très très structurée et puis d'un autre côté, ça ne marchera pas. Et c'est là où c'est difficile, en fait, quand nous, en tant qu'éditeurs, on parle à nos clients, de dire mais aidez-moi, j'ai envie de faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Et on ne peut plus conseiller nos clients de manière empirique, parce qu'il y a trop de questions sur lesquelles la réponse va être propre au client. Et c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, le aha moment, il est très très personnel finalement.
Donc on se concentre plutôt sur les éléments qui vont faire levier, qui vont faire mouche et qui permettent de provoquer l'effet domino ou l'effet en chaîne, mais on ne pourra pas décemment aller provoquer ça individuellement en personne. Et c'est ça qui fait toute la difficulté de ce sujet, projet réseaux sociaux d'entreprise, parce qu'il ne suffit pas, il n'y a pas une solution miracle. Il n'y a pas une solution miracle qui marche pour tout le monde. Par contre, on croit fortement, chez Microsoft en tout cas, à une méthodologie qui permette de mettre en ligne tous les ingrédients qui, mis bout à bout, met un maximum de chance, on va dire. Voilà. C'est ce qui m'inspire, c'est ça que vos réflexions m'inspirent. J'aimerais, pour conclure, je crois qu'on n'a pas abordé la question intégration. On n'a pas abordé la question intégration, mais il y a une question avant ça que j'aimerais vous poser, parce qu'on a l'heure qui tourne et c'est déjà la fin. Une question un peu provocatrice, dans le sens où j'aimerais que vous nous racontiez quelle erreur vous avez faite. Vous avez forcément fait des erreurs. Ou des choses que vous auriez fait autrement avec le recul. Je ne veux pas croire que c'était 100% parfait, vos projets. Et même là, dans ces phases de démarrage, est-ce que vous sentez que... voilà, enfin, je ne sais pas. Je vais poser la question d'abord à côté INSEAD et L'Oréal. Avez-vous déjà commis des erreurs, dans le sens gestion du projet, ou décision que vous avez prise, ou priorisation, enfin, je ne sais pas. Et du coup, ou sinon, qu'est-ce que vous auriez fait vraiment autrement, avec le recul ? Nous, tout au début du projet, puisqu'on savait que ça concernait les étudiants et pas vraiment le staff en faculté, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas communiqué de façon assez transparente. On est une petite société finalement et les gens se parlent énormément. Et il y avait des rumeurs qui couraient dans tous les sens, qu'on allait désintégrer l'intranet, qu'on allait fliquer les gens, bon bref. Et il a fallu un petit peu de temps avant qu'on se rende compte de tous les bruits qui couraient, qui auraient pu nuire au projet. Et finalement, il m'a fallu des séances interminables d'information pour rassurer les gens que non, on n'allait pas mettre une caméra dans chaque bureau pour regarder ce qu'ils faisaient. Et je pense que tout au début, quand on a pris la décision, l'instant que la décision est prise, on a souvent peur de dire aux gens, voilà, la décision est prise, on va faire quelque chose. C'est pas encore bien défini parce qu'on n'a pas envie qu'on conteste la décision qu'on a prise quelque part. Hein. Et nous, on a attendu trop longtemps et on a attendu, je pense, 1 mois et demi ou 2 mois avant de communiquer. Et en fait, tout le monde était déjà au courant, mais pas la vérité. Et ça a un petit peu nuit au démarrage du projet avec les employés, spécifiquement. Ok. Erreur, je ne sais pas. Piste d'amélioration, clairement. On a beaucoup concentré notre communication à travers l'outil. Et en fait, il y a tout un tas de gens qui se forment une opinion de l'outil sans même mettre sur l'outil. Et du coup, ça a été compliqué à adresser ça. Et du coup, ça a créé un certain nombre de vents contraires qui font que on passe plus de temps, plus d'énergie à convaincre les gens. Et l'autre erreur, mais ça c'est une question d'organisation, aux opérations on est transversal, mais on a quand même 1 ou 2 endroits dans l'organisation où on ne met pas les pieds. Et j'ai fait l'erreur en fait de laisser le choix à un bout de l'organisation à vouloir faire des choses dans son coin. Et ça casse la logique de knowledge commons, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une culture, il y a des dynamiques qui pourraient se passer entre notre entité et cette entité-là qui n'ont pas cours parce que ça n'a pas été fait comme il fallait. Je leur ai donné le choix, alors que les autres, je ne leur ai pas donné le choix. Je leur ai donné un environnement dans lequel tout le monde peut venir et construire des usages. Très intéressant. Caroline ? Effectivement, axe d'amélioration, c'est juste de prendre plus de temps pour l'évangélisation. Là, je regrette du coup qu'on n'ait pas fait, parce qu'on aurait pu mobiliser plus de monde. Enfin là, du coup, c'est pour avoir encore plus de succès. En fait, c'est ça, du coup, démarrer plus tôt et du coup mobiliser plus. C'est-à-dire que d'aller chercher one-to-one les personnes et du coup, tu as bien compris, regarde, c'est comme ça, etc. Mais ça, du coup, c'est à la force de... Ça prend du temps. Voilà. Est-ce que vous avez un retour à faire, même dans ces phases de démarrage là
chez Air France ou chez Crédit Agricole. Pas obligé d'en avoir. Qu'est-ce que tu entends par retour? Pardon? Qu'est-ce que tu entends par retour? De choses où vous vous rendez compte que vous partiez sur une mauvaise piste peut-être et puis vous avez rectifié ou vous vous rendez compte que vous feriez des choses peut-être encore différentes. Je ne sais pas, c'est très tôt, vous êtes très tôt dans le projet, donc c'est peut-être difficile d'avoir le recul qu'a INSEAD ou L'Oréal. Je vais vous rassurer, hein, même avant d'avoir commencé à déployer, on avait déjà fait des erreurs, hein, donc c'était assez rapide. Lesquelles par exemple? La première, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a essayé de faire une cathédrale, une très très belle dès le début, hein. Parce qu'avant de bouger le premier petit doigt, on a mis à peu près 3 mois. On s'est dit, il faut qu'on pense à tout. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on n'a toujours pas avancé au bout de 3 mois, peut-être falloir qu'on arrête. Et on se rend compte que c'est très très facile de perdre du temps. C'est exactement la même discussion que tout à l'heure, hein. C'est vraiment l'erreur, c'est de se dire qu'on va encore peaufiner tel petit détail. Je crois qu'il faut être, en s'appuyant sur votre méthodo, hein, c'est d'être très clair sur la vision, de savoir pas exactement où on va aller, mais en tout cas quel chemin on veut prendre, et ensuite de s'appuyer sur les 3 piliers et dire voilà, on y va, on a nos use cases, on sait à peu près ce qu'on veut faire, et maintenant on va par contre être très clair sur le fait qu'on va itérer, et pas de se dire on va faire une belle itération qui sera superbe, et ça c'est une illusion la plus totale. Il faut commencer, et quitte à commencer tout petit. Nous, les premiers groupes Yammer, c'était pour le projet Yammer, et on était 6 dessus au début. On a tourné à 6 et on était déjà super contents avec ça. Voilà. Mais après, ça permet de démystifier, ne serait-ce que pour les quelques premières personnes commencent à évangéliser, et ensuite elles vont en parler à un tel, et c'est comme ça que ça va prendre. Très bien. Côté Crédit Agricole. Alors l'erreur qu'on a faite, je vous en parlerai l'année prochaine, parce que je n'ai pas encore tout à fait la vision. Par contre, je pense qu'il y a une chose qui nous a sans doute permis d'éviter un certain nombre d'erreurs, c'est de se faire accompagner par un cabinet dédié, donc qui est l'ECO, hein, qui travaille en partenariat avec vous, pour être complètement franc, j'aurais jamais eu l'idée il y a 1 an que j'allais travailler à l'élaboration d'un réseau social. Donc dans ces conditions, il faut être humble et dire on va se faire accompagner. Et au moins, c'est la bonne décision qu'on a prise pour l'instant. Pour le reste, rendez-vous l'année prochaine. Non, je pense que c'est une excellente remarque et on ne l'a pas, sans doute pas assez mentionné aujourd'hui. C'est effectivement, on a toujours du mal à se dire, oui, parce qu'on est toujours trop attaché à vouloir justifier le côté héroïque chiffré, de dire un projet d'accompagnement au changement, comment on le mesure, comment est-ce qu'on mesure l'impact et l'investissement qu'on doit mettre. Et pourtant, il apparaît très clairement à nos yeux tous là que c'est important. Et c'est aussi pour ça que nous avons ces profils Customer Success Manager chez Yammer, historiquement, parce que oui, c'était du réseau social et que c'est là que ça vient. Et qu'aujourd'hui, Microsoft se met dans une démarche où oui, on veut embarquer notre écosystème également dans cette démarche en s'appuyant sur des acteurs qui le font déjà très bien, des acteurs qui connaissent bien Microsoft et puis qui veulent aller aussi vers ces métiers d'accompagnement. Et c'est ça que vous voyez dehors sur les stands. En fait, c'est la réalisation de cette prise de conscience par Microsoft aussi, hein, de dire il faut qu'on ait plus de partenaires dans l'écosystème qui sachent accompagner nos clients. Donc les partenaires qui sont là, c'est la première fois qu'on vous les montre officiellement. Ce sont ceux qui sont pas encore certifiés, encore des choses à valider, mais ils sont en cours de certification. Mais je pensais qu'aujourd'hui, c'était l'endroit idéal pour vous les présenter, parce que c'est en lien direct avec les sujets dont on traite. Et effectivement, ça vaut le coup de répéter que l'accompagnement est nécessaire, quel que soit cet accompagnement. Ça peut être nous, ça peut être ses partenaires, ça peut être du service, ça peut être de l'interne, ça peut être... Voilà. Mais je pense que c'est très important, effectivement. Merci beaucoup de cette remarque. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce qu'on a essayé de couvrir un peu tous les sujets, et après c'est sans fin. Je suis à disposition si besoin. Je ne sais pas, des questions sur sponsorship. Je sais qu'on se pose beaucoup de questions. Comment aller chercher son exec sponsor? J'arrive. Ou même sur la gouvernance. Ou si jamais vous avez une idée de besoins métiers que vous voulez partager, pourquoi pas mettre du monde sur scène qui peut vous donner des solutions. Bonjour, Tugdual de la Tour, LCL.
Est-ce que vous avez fait une opération de communication particulière au début pour lancer le projet? Voilà. Je vais répondre compte tenu que j'ai le micro. Non, nous n'avons pas fait de campagne de communication. Enfin, je ne sais pas si la question c'est, une fois qu'elle a été lancée, est-ce que vous avez fait une campagne de communication? Nous, cette campagne est à venir et elle est plus basée, compte tenu, encore une fois, qu'on est dans un groupe fédéral, en fait, basé sur des démultiplicateurs qui sont locaux. En l'occurrence, avec ma brillante équipe, Marlène et Adrien, on travaille sur un kit de communication qui va être livré, en fait, à ces démultiplicateurs. Charge à eux, bien entendu, avec notre assistante de les aider, bien entendu, dans cette démarche. Christophe, qui était au premier rang, est aussi parmi les démultiplicateurs. Chez Air France, comme on a pour l'instant uniquement notre management des opérations aériennes, on a fait une newsletter de notre directeur général adjoint, commune avec Hubert et moi, où le directeur présentait plus dans quel but on le faisait, quelle vision. Et Hubert et moi rentraient plus dans le détail des use cases pour lancer. Et on a suivi de 2 ou 3 autres e-letters où, au fur et à mesure qu'ils arrivaient sur le réseau, on remarquait des erreurs de nom, des fonctions erronées, pour leur donner de plus en plus de moyens de pouvoir avancer sur le réseau et de mieux se l'approprier. En fait, on n'a pas mis en place de plan de communication à proprement parler parce que l'idée du développement de notre réseau social, c'est la viralité, c'est le bouche à oreille en fait. On est parti du principe que si ça fonctionnait, si les gens y trouvaient un intérêt métier derrière et concret qui gagnait en efficacité, ils viendraient tout seuls. Donc c'est pas un pari, on va communiquer dessus, mais de manière raisonnable. Et après, par la suite, on verra sur quels usages on souhaite appuyer pour obtenir les apports métiers par la suite. Donc voilà. Olivier? Nous, on est parti en mode viral aussi, grâce à des propriétés de l'outil qui sont quand même assez extraordinaires en termes de viralité, il faut bien le dire. Et du coup, la communication, elle n'a pas été officielle. La communication, ça a été la CAFET, ça a été le sponsor aussi, qui dans l'intégralité de ces visites ou de ces comités de direction a l'occasion de passer le message en termes de bénéfices. Et après, la communication, elle se fait aussi d'une manière complètement détournée. C'est créer de la valeur pour l'utilisateur. Donc moi, par exemple, je suis toutes les personnes qui débarquent sur le réseau et en fonction de leur profil, s'il est à peu près rempli, je suis en capacité de savoir que tel et encore tel groupe va être pertinent pour lui dans un environnement professionnel. Et donc je fais ce travail de densification du réseau à la mano, de dire, par exemple, un directeur de ligne de production, c'est cet environnement, perf, un tel, et je lui crée d'office un environnement d'information qui crée de la cohérence, qui crée de la pertinence à l'outil. Pourquoi? Parce qu'il va trouver un certain nombre de contenus qui sont déjà professionnellement pertinents, il va déjà retrouver des réseaux ou découvrir des réseaux qui vont créer de l'efficacité pour lui. Donc c'est pas de communication officielle, c'est un grand débat. Après, c'est projet par projet. Par exemple, Carolina a clairement communiqué avec sa capacité de feu sur le projet Citizen Day avec Yammer dans sa dimension digitale. Voilà. Mais on n'a pas fait une grande communication sur on lance Yammer, tout le monde d'abord. Peut-être avant que Zoé réponde, un point clé sur lequel Olivier a travaillé. Vous savez, chez Yammer, en fait, il y a plusieurs noms de domaines. Un réseau Yammer est créé par nom de domaine. Et Olivier a très bien anticipé ce besoin pour se dire qu'il faut que tout le monde communique chez L'Oréal. Ils ont beaucoup de noms de domaine parce qu'ils possèdent beaucoup de marques. Et donc, il a bien fait en sorte que tous les noms de domaine arrivent sur la même plateforme. Donc après, la viralité accélère puisque tout le monde est au même endroit et on évite les silos. Encore, ça dépend vraiment de l'ADN de la société. Parce que pour nous, je parle que du réseau staff. Ce qu'on a fait, c'est que 2 ou 3 semaines avant le lancement, on a fait avec le comité de pilotage une liste de 80-100 personnes qu'on savait allaient être les ambassadeurs et porter le projet, dans
lesquels je les ai invités un peu en avant-première. Donc, ils avaient l'impression de faire partie d'un petit club un peu secret déjà au départ, pour préparer le terrain pour leurs copains, plus ou moins. Et après, à l'INSEAD, on a tous les quarters, donc tous les trimestres, une réunion avec l'ensemble du staff sur nos 3 lieux, qui se passe toujours entre 8h30 et 11h30 du matin entre Singapour, Abu Dhabi et Fontainebleau. Et à ce moment-là, il y a le doyen qui s'est mis debout, qui a présenté le projet, le DRH qui est venu le soutenir, plus moi qui ai fait l'intervention. Et en fait, pendant ce temps-là, j'avais quelqu'un qui travaillait à l'arrière pour que quand les gens sortent de la réunion, qu'ils avaient l'invitation dans leur inbox et qu'ils avaient que cliquer dessus pour rentrer sur le réseau. Donc, on avait un peu pensé avant à faire ce timing-là. Ok, merci. Une autre question ici? Oui, bonjour, Yannick Desmond, Camoé. Peut-être pour faire la transition entre gouvernance et intégration, comment est-ce que vous avez géré, je dirais, un petit peu le changement d'utilisation chez vos utilisateurs entre les différents outils qui peuvent être justement l'intranet, la GED, un nouvel outil? Est-ce que les utilisateurs n'ont pas vu ça comme un nouvel outil qui venait se rajouter une couche supplémentaire? Et notamment, enfin, si on parle un peu de GED, puisque vous évoquiez régulièrement le fait que voilà, c'était possible de travailler autour d'un même document, comment est-ce que vous gériez le fait que voilà, dans la GED, il y a aussi moyen de collaborer, de travailler tous ensemble autour d'un même document? La réponse, c'est que techniquement, on est en train de travailler dessus. Pour l'instant, nous, ce qu'on a construit, notamment on court régulièrement après Microsoft à ce sujet-là, ce qu'on crée, c'est de la vision, en fait. C'est-à-dire donner de la cohérence à l'ensemble des outils qui, je le rappelle, ne sont pas intégrés d'une manière parfaite. C'est le cas dans un certain nombre d'entreprises. Donc, en fait, ce qu'on met, c'est de la cohérence et on montre comment un réseau social comme Yammer vient compléter un dispositif comme SharePoint. Quand vous regardez les dispositifs d'interaction sur un outil informatique aujourd'hui, ça va de l'exploration de contenu à l'archivage de documents. Ce que fait très bien Yammer, c'est les couches hautes, exploration, socialisation, conversation. Ce que fait très bien SharePoint, c'est la partie archivage et collaboration. Quand vous avez montré ça aux gens, et quand vous avez montré aussi d'une autre manière comment un outil comme Link, pour ne pas le nommer, comme un pack office, comme du SharePoint et comme du Yammer, travaillent ensemble pour créer par la transversalité de l'efficacité individuelle, et comment après vous communiquez sur « je suis en train de faire ça » ou « j'ai ça à faire », quel est le meilleur outil entre du Link, du Yammer, du SharePoint et de je ne sais plus quoi d'autre, de la messagerie classique, avec des indicateurs, et ça on a trouvé ça sur le réseau YCN, donc vous voyez, on n'a rien inventé, c'est des gens qui ont inventé ça pour nous, on a simplement recopié. Derrière, ça donne de la cohérence aux gens sur dire ah tiens, du coup, si je veux faire ça, il faut que j'utilise ça. Et ça, c'est quelque chose dont les gens sont très demandeurs, c'est-à-dire que finalement, peu importe l'intégration technique, tant que pour eux, c'est clair que tel outil sert à tel usage parce que c'est plus efficace, même s'il y a potentiellement des doublons, alors là, les gens y vont, et ça râle pas trop, et ça permet aux IT de travailler sur des cycles un peu plus longs. Oui, Zoé, peut-être. Je sais que tu as travaillé un petit peu sur votre SharePoint que vous aviez, des documents niveau intégration. Oui, effectivement. Donc, nous, ce qui manquait dans les SharePoint, c'était la capacité pour les étudiants de discuter avec les professeurs. Nous, un professeur a un cours sur, je ne sais pas moi, l'état des finances du Brésil. Il voit un article dans le Financial Times tout de suite après. Il a envie de le partager. SharePoint, on aurait pu utiliser SharePoint pour faire ça, mais nous, ce n'était pas dans nos usages. Donc, Yammer, c'est génial pour ça. En même temps, on a été confrontés parce qu'on gère énormément de documents. Et Yammer a quand même des limitations parce qu'il n'y a pas de système de folder. On est obligé, tout est en vrac en fait en Yammer au niveau des fichiers. Après, on peut faire des choses pour utiliser des notes, qui est une autre fonction pour organiser des fichiers, mais c'est pas parfait. Nous, on a quand même des grands espoirs sur l'intégration qui devrait être annoncée incessamment sur peu. Sur SharePoint Pro, sur SkyDrive Pro, ouais. SharePoint 2013 dans le cloud et Yammer. Et moi, j'attends toujours d'annoncer des grandes intégrations en attendant de voir ce que Microsoft va nous fournir dans quelques semaines. Alors, donc, les annonces sont faites.
sont faites comme quoi elles arrivent, c'est juste qu'on n'a pas la date précise et effectivement la prochaine annonce, ça va être c'est disponible. Donc, pardon ? Non, mais ça on s'est lancé, on se lance. Hein, on se lance. C'est sur un rythme de 90 jours qu'on propose des steps d'intégration. Et pour l'instant, on tient notre promesse. Donc en juin, on a amené de l'intégration très très basique. C'était un premier pas. Et là, à l'automne, donc ça a commencé. L'automne, c'est 3 mois. C'est 21 septembre à 21 décembre. On n'a pas de date précise à communiquer, mais on a communiqué dès le mois de mars qu'on allait faire des choses au mois de juin. Effectivement, là, l'intégration qu'on a, elle va être assez forte et c'est vraiment cette intégration qu'on va avoir, c'est-à-dire déjà avoir une interface unique entre les deux plateformes. Donc vous l'avez très bien dit en fait, c'est ça qui importe, c'est l'expérience utilisateur qui importe. Finalement, l'utilisateur, il s'en fiche si le cloud, il n'est pas le même, etc. C'est une question de après, oui, ça serait bien. Mais nous, on s'est concentré, encore une fois, sur ces points d'intégration qu'on va apporter, à lever les barrières qu'on observe aujourd'hui. Les barrières qu'on observe aujourd'hui, c'est effectivement cette remarque de dire j'ai mon Office 365 qui est dans une interface, puis quand je bascule sur Yammer, bon, c'est vrai que quand j'ai le aha moment, j'y vais, mais n'empêche que c'est 2 interfaces différentes. Et là, ce qu'on va proposer, c'est une interface unique, où finalement, le contenu, le contenant, enfin, voilà, c'est du Yammer, mais on ne va pas voir vraiment la différence. Derrière, pour assurer encore plus la fluidité, on va mettre un truc très technique qui s'appelle le SSO, le Single Sign-On. On ne va pas devoir se reloguer pour passer d'un environnement à un autre. C'est technique, mais encore une fois, dans l'objectif d'apporter de la fluidité, une expérience transparente pour l'utilisateur. Et la troisième chose, c'est répondre à ce besoin évident de se dire les conversations, c'est bien, mais ce n'est pas une GED. La GED, c'est bien, mais il n'y a pas assez de conversations. Et finalement, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut bien les deux. Et ça a été notre stratégie dès le départ, dès l'acquisition, de dire c'est le meilleur des deux mondes qu'on veut proposer. Ce n'est pas l'un versus l'autre, c'est les deux. Et l'intégration qu'on va avoir cet automne, c'est concrètement ça. On va avoir de l'Office Web App intégré, le SkyDrive Pro qui va être intégré à Yammer. Tout ça, c'est concret. Vous voyez, à peine 1 an après l'acquisition, on s'est proposé des choses et il y a bien d'autres choses qui vont arriver, évidemment, pour toujours dans cet objectif. Pierre-Yves. Bonjour, Pierre-Yves Delacôte, donc consultant. J'avais une question un peu provocatrice pour savoir si vous inscriviez dans la vision de Microsoft. Enfin, je pense qu'elle est plus large que celle de Microsoft, mais est-ce que pour vous, le RSE, c'est véritablement participer à la transformation de l'entreprise, à savoir, est-ce que vous constatez qu'il y a un aplatissement des structures hiérarchiques, qu'il y a des décisions qui sont plus rapides, que les managers se transforment en leaders, que la formation passe plus vite? Est-ce que véritablement le RSE, dans la maturité que vous avez aujourd'hui, il participe à transformer l'entreprise, ou est-ce que vous le visiez plutôt comme un outil qui fait évoluer un peu l'usage, mais qui ne transforme pas véritablement l'organisation des entreprises? Moi, je dirais que c'est une question pour Microsoft, ça, pour commencer. Non, j'ai l'impression que c'était plutôt une question pour les clients. Est-ce que vous corroborez ça? Est-ce que vous l'observez? Est-ce que vous observez ça? C'est effectivement la vision que l'on a. Oui, chez Microsoft, on croit profondément à ce que le social transforme. Pas directement l'organisation, parce qu'on n'est pas en train de dire le social va transformer demain le manager à ce qu'il soit plus open, plus à plat, etc. Ça transforme la manière dont on travaille, ça transforme la manière dont on communique, ça transforme la manière dont on coordonne les choses. Et c'est ça qui fait que ça aide à la transformation de l'entreprise. Mais on n'est pas en train de dire que c'est la seule chose qui va aider à transformer l'organisation. C'est l'un des piliers. Il y a d'autres choses à mettre aussi en place. Si on veut réellement transformer les choses, il n'y a pas que le social. Mais ça va être un véhicule, une vague sur laquelle il va falloir surfer si on veut vraiment y arriver rapidement. Car ce qu'on observe, c'est que ce besoin de changement, et on l'a assez dit dans la journée, est pressant. On n'a pas 10 ans pour changer, en fait. Il faut changer vite, rapidement, pas se tromper et efficacement. Et la seule méthode d'y arriver, c'est pratiquement la même méthode qu'on est en train de vous dire, d'être itératif, d'avoir une vision claire, etc. Et tout ce qu'on vient de se dire, on pourrait se l'appliquer vraiment à toutes les autres transformations. People, process, peu importe. On pourrait vraiment appliquer ça là où jusque-là, on a eu des méthodes plutôt traditionnelles. Et on est juste en train de dire le social,
parce que ça a un côté où, oui, on voit de la valeur tout de suite, ça va nous amener à prendre de bonnes habitudes aussi sur le reste, en fait. Et c'est un sujet qui ressort par rapport à d'autres, et c'est plus en mode opportuniste, en fait, qu'on y va aujourd'hui, parce que ça va vraiment réellement nous aider. En tout cas, c'est ce qu'on croit, et c'est ce qu'on commence, on pense, observer chez nos clients. Après, vous pouvez corroborer ou pas cette vision. Pour moi, il y a vraiment juste un adjectif, c'est un amplificateur en fait. Les choses vont plus vite parce qu'on communique beaucoup plus vite et les gens osent dire des choses qu'ils n'auraient jamais envoyé un email au DRH pour lui dire que n'a pas trouvé l'intervention était spécifiquement pertinente pendant le meeting. Hein. Par contre, sur Yammer, j'ai déjà vu ça. Après, le DRH a expliqué pourquoi l'intervention n'était pas pertinente, n'a pas adressé la question. Donc, c'est vraiment qu'un amplificateur. Fondamentalement, ça ne va pas changer l'ADN d'une société, je ne pense pas. Ouais, en fait, pour revenir un petit peu sur la question de la vision de tout à l'heure, moi, ce que je comprends de votre question, c'est qu'en fait, pour moi, l'outil ne fait pas le changement. Le changement est là, il a créé quelque chose, un besoin, et l'outil va venir répondre à ce besoin-là, va venir aider à accompagner ce nouvel état, en fait. Le changement est déjà là, c'est le fruit de choses beaucoup plus économiques, beaucoup plus stratégiques. Et l'outil est un moyen d'accompagner et d'enrichir la transformation en cours, en fait, de mon point de vue, en tout cas. Ça, c'est du point de vue de L'Oréal. On a expliqué qu'il y avait eu un changement de stratégie et que ça s'inscrivait dans une régionalisation mondiale, etc. Donc, c'est la réponse qu'on fait. Maintenant, ce changement-là, il amène aussi d'autres choses. Hein. Il amène le changement de la fonction SI. Et notamment un rapprochement avec les métiers et un vrai dialogue, puisque vous avez vu, moi je suis au RH, où on ne fait pas de présentation non pertinente. Et par contre, voilà, on voit ça dans les équipes marketing, on commence à voir ça dans les équipes RH. C'est les métiers qui portent la transformation des outils. C'est l'occasion, notamment avec des outils comme le cloud, pour les SI de reprendre la main et de se mettre sur des cycles de création de valeur et de se raccrocher à des besoins. La SI d'entreprise, elle a eu 10 ans de retard sur ce qui est arrivé sur le web parce qu'il y a un moment, l'innovation elle est arrivée côté B2C et puis B2B. Donc il y a ce phénomène de rattrapage et là, c'est la vraie occasion d'arrêter d'avoir un discours sur la SI comme un centre de coût, mais comme un centre de création de valeur. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Sur la partie transformation, ce que tu dis, c'est exactement vrai. Hein, comme quoi les entreprises ont 5 à 10 ans de retard sur les usages du grand public. Nous, on le voit de manière quotidienne. Air France, donc, c'est une société de service. On a beaucoup d'interactions avec nos clients et les usages de nos clients ont beaucoup évolué. Ils nous parlent maintenant par Facebook, par Twitter. On a 2 millions ou 2,5 millions de fans sur Facebook, 300 000 followers sur Twitter. Et tous les jours, c'est des flots et des flots de commentaires, de réactions, négatives, mais surtout positives, évidemment. Et c'est évidemment des nouveaux outils auxquels on a dû s'adapter en interne. Et aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, on a un client qui va nous poser une question, il va, lui, attendre une réaction dans la minute, et le responsable de ça voit ça sur les plateformes digitales, et il ne retrouve pas cette même fluidité, cette même agilité dans l'entreprise. Et c'est de là où naît le besoin, c'est qu'on a aussi nos usages personnels qui évoluent, et aujourd'hui, on attend des outils d'entreprise qu'ils arrivent à cette même vitesse. Je pense que c'est ce que disait Ludovic en partie à la fin de sa présentation ce matin. C'est de dire, face à cet écosystème de clients, de partenaires qui est déjà en réseau, finalement, il faut que nous, l'organisation, nous soyons aussi organisés de la même manière pour pouvoir y répondre. Effectivement, là, il y a un vide si on n'a pas ça. Et au final, la qualité de notre service client ou la satisfaction client se joue à très peu de choses. C'est le temps de réponse, la qualité de la réponse. Imaginez-vous, votre machine à laver tombe en panne, vous appelez le service client Darty une fois, on ne vous résout pas le problème. La deuxième fois, on est vraiment très très mécontent. Et la troisième fois, je pense qu'après, on ne rachète plus sa machine à laver chez Darty, sans vouloir cibler Darty spécifiquement. Mais même moi, je me dis, oui, effectivement, déjà appeler le support, c'est pénible. Mais oui, il faut avoir une réponse. Et pour être capable de le faire, finalement, ce n'est pas les scripts dans les call centers qui vont nous résoudre ces problèmes-là, parce qu'effectivement, c'est complexe. Les problèmes à résoudre sont complexes, et on a besoin d'être très agile, rapide,
Et parce que le social permet d'être plus rapide et de leverager finalement toutes les compétences qu'il y a partout, ça va permettre au final d'améliorer, dans cet exemple-là, la qualité de la réponse qu'on apporte aux clients, donc la satisfaction client, qui est très importante pour une société de services comme vous. Ah oui, c'est vraiment central pour nous. C'est pour ça qu'on essaie de mettre un peu de poids là-dedans, parce qu'on pense que tout le monde aurait bénéficié de ce gain en vitesse de prise de décision et d'agilité. Ok, alors tout ça fait qu'il est 17h. Ok. Il y avait une dernière question là. Vous voulez prendre une dernière question? Dernière? Ouais. Allez, dernière. Il y a clairement besoin de pouvoir communiquer en entreprise par ce nouvel phénomène, si on peut dire. Est-ce que peut-être Yammer remplace le besoin d'utiliser des emails, en tout cas le réduit? Est-ce que vous pensez dans l'avenir, dans vos sociétés, que l'utilisation, la communication par Yammer va réduire le nombre de réunions en face à face dont on a besoin parce qu'il y en a pas mal dans les entreprises de nos jours? Chez Air France, en tout cas, c'est typiquement le cas, parce qu'on a des pilotes qui volent, mais qui sont également au sol une certaine partie du mois pour pouvoir travailler, avec des agendas très chargés. Donc le but, c'est bien de faire, entre guillemets, des réunions fictives sur Yammer pour éviter le présentiel. Typiquement, on lance un grand projet de refonte de préparation des vols. On a du mal à avoir du présentiel des personnes en charge sur les différentes flottes au sein d'Air France. Et on lance cette expérimentation de réunions fictives sur Yammer où on peut directement discuter des sujets sans se rencontrer. Et les réunions ne serviront qu'à valider la totalité du projet. Merci. Je pense qu'on a... merci beaucoup de vos témoignages respectifs. Ceux qui ont la chance de faire partie du YCN, je pense que vous aurez la possibilité de continuer ça. Merci beaucoup. Merci pour les questions de la salle également. Pour conclure, cocktail. Je ne sais pas si l'autre session a fini avant, donc c'est peut-être jeté sur le champagne. Donc, je vous propose de continuer la discussion dehors, autour d'un verre. Et puis voilà, j'espère que le gâteau va arriver.